Bonjour à tous. Dernier débat de ces rencontres. À chaque grand tournant de l'histoire naissent des peurs, des aspirations. La période que nous vivons aujourd'hui s'inscrira-t-elle comme un simple virage ou une rupture? L'avenir le dira sans doute. Notre rencontre s'intitule « Créer au secours du monde et de soi ». J'ai envie de proposer à nos deux invités de réfléchir ensemble sur ces aspirations plus que ces peurs qui pourraient naître en matière culturelle. Plus de culture, c'est indiscutablement une meilleure connaissance de soi, davantage de reconnaissance de l'autre, une plus grande conscience du monde. La culture ne cesse de se renouveler, d'être en adéquation avec le monde présent en s'appuyant sur les formes naissantes. Elle nécessite sans doute d'accepter le mouvement de la vie et du temps. Les artistes sont amenés à relever cette exigence. Dans ces temps troublés, comment trouvent-ils leur place et quel rôle peuvent-ils jouer? Pour en parler, nous accueillons Carole Beffa, pianiste, compositeur, maître de conférences à l'École normale supérieure, docteur en musicologie, titulaire de la chaire annuelle de création artistique au Collège de France en 2012-2013 pour le thème « Comment parler de la musique ?» Et je m'arrête là car vos nombreuses activités sont à la fois universitaires et artistiques et nous allons parler davantage de vos activités artistiques. Et Philippe Torreton, comédien, auteur, je dirais presque c'est vous qui nous accueillez finalement sur cette scène puisque vous y jouez actuellement la vie de Galilée, mise en scène par Claudia Stavisky, la co-directrice du Théâtre des Célestins. Philippe Torreton, en juin dernier, vous affirmiez la volonté farouche d'ouvrir, quoi qu'il en soit, les théâtres juste après ce déconfinement, au moment de ce déconfinement. Nous sommes justement dans un théâtre où vous jouez actuellement. C'est une reprise. Est-ce que c'est finalement un vrai temps de réouverture et qui va tenir? Bonjour à tous, d'abord, et merci d'être là. Et oui, c'est un vrai temps de réouverture, et oui, je pense que ça va tenir. Je ne suis pas devin, donc je ne sais pas comment va évoluer la situation sanitaire, mais je pense que les lieux de culture, et notamment les théâtres, sont des lieux extrêmement, bien gérés. C'est-à-dire ce que je disais pendant le confinement, c'est que en appelant à la réouverture le plus vite possible des théâtres, c'est que dans les théâtres, nous accueillons des gens depuis des siècles. Donc, s'il y a bien un secteur d'activité, on sait ce que c'est que de prendre une foule, de l'emmener, de l'installer et de lui recommander de ne pas faire de bruit, de ne pas prendre de photos, de ne pas enregistrer, etc. Il n'y a jamais eu d'émeute dans les théâtres. Il y a une grande discipline. Ce sont des gens qui, en général, arrêtez-moi si je me trompe, mais on y va pour regarder, écouter. On n'y va pas pour discuter, ou alors il faut vraiment que le spectacle soit très emmerdant, mais on y va donc on regarde tous dans la même direction, donc quelques règles sanitaires simples, et je pense que pour l'instant, il n'y a pas de cluster avéré provenant d'un spectacle qui aurait eu lieu en France ces quelques dernières semaines. Je touche du bois, mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, donc on sait accueillir les gens, et je pense que vous le rappeliez dans votre chapeau, mais que effectivement, on a bien vu pendant le confinement, il y a eu un désir d'aller chercher dans la culture, dans tout l'éventail culturel mis à disposition sur les plateformes, dans les archives d'images, dans nos propres bibliothèques, nos propres DVD-thèques, etc., discothèques, un supplément d'âme, une envie de s'évader, ou de questionner le monde aussi. Et donc le désir de culture est là et s'est affirmé là. C'était une anecdote parmi d'autres, mais quand tout d'un coup un sujet je crois que c'était sur Inter, où on disait que l'acteur préféré des Français reste Louis de Funès parce que ses films ont été multi-regardé et rediffusé et reste encore comme ça quelqu'un qui attire les gens devant leur petit écran. Ça me réjouit l'âme parce que d'abord c'était un véritable génie l'interprétation, mais que ça dure, quoi, que ce soit un artiste interprète, parce que j'insiste là-dessus, qui
qui fédère comme ça autour de lui encore, des années après sa mort, les gens, alors qu'on a tous vu et revu ces films. On a un vrai besoin de ça, et il faut régulièrement le rappeler, ce besoin, cette nécessité, parce que on a souvent tendance à négliger ça, à se dire que la culture est quelque chose de naturel, qu'on n'a pas tellement besoin que de s'en occuper plus que ça. Alors que si je parle devant vous actuellement, c'est parce que tout petit garçon à 12 ans, pour soigner ma timidité, on a conseillé à mes parents de m'inscrire à un club théâtre. Ce club théâtre était issu d'une volonté à l'époque des autorités de permettre aux professeurs, quels qu'ils soient, pas seulement de français, de bénéficier d'un petit stage de formation comme ça pour pouvoir créer ces clubs théâtre et permettre à des gamins comme moi qui n'auraient vraisemblablement jamais rencontré le théâtre autrement, en tout cas dans la pratique. Donc tout ça se pense. Et actuellement, moi j'ai écouté le président de la République et je me suis dit, après tout, je vais chevaucher le tigre aussi. Et donc depuis la rentrée, tous les lundis, je suis dans une classe de CM1 et on travaille sur des grands auteurs. Parce que je leur ai dit, c'est pas parce que vous avez 9 ans que on doit vous limiter à une littérature qui serait spécialement écrite pour vous. Shakespeare s'adressait à tout le monde, donc on travaille Shakespeare avec des gamins de 9 ans, et ça marche très très bien. On travaille aussi sur des poèmes de François Cheng, et c'est merveilleux de voir un petit bout de 9 ans se lever et dire du François Cheng. Je l'ai choisi parce que c'est très court, et ça fait rêver. Et on travaille sur le silence, sur l'acmé, sur qu'est-ce qu'on va dire après. Et c'est incroyable ce que ça provoque. Carole Beffa, au moment où vous étiez dans la période de confinement, vous avez dit à Denis Lafay pendant le confinement, et qu'il reprend d'ailleurs dans son ouvrage « Maintenant on fait quoi ?», vous avez regretté de ne pas pouvoir flâner. Est-ce que pour un compositeur c'est important, et est-ce que vous avez retrouvé ce goût et cette possibilité de flâner aujourd'hui ? Alors c'est vrai que j'avais une petite crainte qui était liée au fait que, oui, le confinement pour un artiste, pour un créateur, a quelque chose d'assez positif en ce que ça lui permet d'être totalement dans son sujet de création, d'être effectivement en train d'essayer de puiser au fond de lui-même les forces vives qui vont lui permettre d'élaborer une œuvre. Donc on peut se dire très bien, on est confiné, on n'a plus à se préoccuper du monde extérieur, on va se ravitailler quand même de temps en temps, 2-3 fois par semaine, mais on va pouvoir être pleinement concentré sur son activité artistique. Et à côté de ça, je craignais de regretter effectivement ces promenades qui sont souvent le déclic propice à la création, qui permettent parfois au détour d'un vagabondage à la fois intérieur et réel, extérieur, d'avoir comme ça une idée dont on a l'impression qu'elle est un peu plus forte que les autres. Et lorsque vous êtes de retour chez vous, vous vous dites, très bien, je vais essayer de développer cette idée parce qu'il me semble qu'il y a en elle quelque chose de séminal qui va pouvoir déclencher, susciter la création. En fait, on n'a pas eu le choix. Effectivement, pendant un peu plus de 2 mois, 2 mois disons, mais par la suite, les sorties ont été limitées, elles continuent de l'être d'une certaine façon. Oui, à ma façon, j'étais content de pouvoir être confiné chez moi parce que ce qui demande un travail, encore une fois, minutieux, à tâtons parfois, qui peut faire peur, avec l'angoisse de la page blanche, que le confinement ne va pas retirer. Au contraire, je dirais que la crainte dans laquelle on était, parce que aucun d'entre nous, effectivement, comme le disait Philippe Torreton, n'est capable de prédire l'avenir, parce que nous ne sommes pas des Piti, nous ne savons pas exactement de quoi l'avenir va être fait, et donc cette part d'incertitude qui pèse sur la plupart de nos actions, le fait que l'on ne sache pas si dans une semaine les autorités vont encore resserrer probablement les conditions sanitaires de vie, tout cela fait que, eh bien, on est plongé dans une forme d'incertitude. Alors, lorsque je parlais de flâner, cela revenait aussi au fait que j'avais lu quelques jours auparavant Bruno Le Maire qui
se disait à titre personnel, peut-être parce qu'il est lui-même écrivain, favorable à la réouverture des librairies, et remarquait de façon assez curieuse, oui, on devrait pouvoir aller dans les librairies en respectant un certain nombre de règles sanitaires, en respectant la distanciation qu'il appelait sociale et non pas physique, mais il ne faudrait pas flâner. Alors j'avais été assez surpris de cette distinction qui me semble assez ténue entre le fait d'être dans une librairie pour essayer de savoir ce que l'on va acheter et puis flâner avec le plaisir qu'il peut y avoir face à une bibliothèque immense, face à des livres que l'on ne connaît pas, sans pouvoir vraiment les toucher, parce que les toucher auraient voulu, effectivement, à moins que chacun ait des gants, ce qui est tout à fait possible. Enfin, le fait est que, vous le savez comme moi, les librairies, les bibliothèques n'ont pas ouvert pendant le confinement, ce que je trouve dommage. Semble-t-il, c'était la volonté d'un des syndicats majoritaires qui a considéré que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour que ce puisse être fait. Et c'est dommage parce que, certes, vous et moi, nous avons lu. De ce point de vue, nous nous sommes soumis, malgré nous, peut-être à l'injonction du président de la République, dont l'une des premières phrases avait été « lisez », ce qui est tout à fait sympathique. Et je pense que c'était bienvenu, effectivement. Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, pour lesquels le temps s'est arrêté, pour lesquels l'activité reprenait mais à distance, eh bien le fait de pouvoir enfin marquer une pause et de lire tout ce que l'on n'avait pas voulu lire était une bonne nouvelle. Reste effectivement que tout cela n'avait qu'un temps et qu'il a fallu, heureusement, que pour les bibliothèques, pour les libraires, pour les éditeurs surtout, dont le planning de parution d'ouvrages a été évidemment chamboulé, tout cela n'est pas encore revenu à la normale. On peut se réjouir de ce que, si j'ai bien compris, la plupart des éditeurs se réjouissent que pendant l'été, la reprise d'achat de livres a été importante, plus importante même que prévu. De quoi demain sera fait, on ne sait toujours pas. Vous évoquiez le problème de la page blanche. Est-ce que pendant ce confinement, vous l'avez craint ? À un moment ou à un autre, beaucoup d'artistes, beaucoup de créateurs ont dit ne pas pouvoir être dans une sorte de sidération et de ne pas pouvoir travailler. Oui, on a assisté à deux choses presque contradictoires. D'une part, beaucoup d'artistes ont cherché à écrire un journal du confinement. On pouvait d'ailleurs espérer ou craindre, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, que la rentrée littéraire, cette fameuse rentrée littéraire que à l'étranger on nous envie et que l'on regarde parfois avec un peu de suspicion ou d'amusement, on pouvait craindre qu'elle soit formée de, on va dire, 120 journaux de confinement sur 600 sorties de livres. Je pense pas que ça ait été tout à fait le cas, mais il y a eu beaucoup de ces livres, certains vont encore paraître. Il y a eu ça d'un côté, c'est-à-dire des gens qui voulaient prendre à bras-le-corps cette situation inédite, où ils se retrouvaient effectivement un peu en état d'hibernation provisoire, en tout cas confinés chez eux, dans des circonstances évidemment très variables. C'est pas tout à fait la même chose lorsque vous êtes dans une famille de 6 personnes dans 40 mètres carrés, et si vous avez à la campagne de surcroît 250 mètres carrés pour vous seul, évidemment. Et donc beaucoup d'inégalités en la matière. Et puis à côté de cela, d'autres, effectivement, se sont demandé dans quelle mesure ils allaient pouvoir à nouveau être capables d'écrire. Et pour certains, l'essai n'a pas été transformé, c'est-à-dire que la crainte de la page blanche n'a pas été une mystique qui aurait pu être sublimée, transcendée et se transformer en quelque chose de supérieur, mais est restée purement et simplement, banalement, j'ai envie de dire, crainte de la page blanche et n'a accouché de rien. Dans mon cas, j'ai été plutôt heureux. Il se trouve que j'avais beaucoup de commandes avant le confinement. De façon assez miraculeuse, d'autres sont venus même pendant le confinement. Un jeune quatuor suisse de piano de percussion m'a proposé d'écrire pour cette formation, qui est une formation pour laquelle depuis longtemps j'avais envie d'écrire, et ça tombait bien. J'ai donc eu ma copie à rendre pour le 1er juillet. Tous ces stimulants, on va dire, intérieurs ou extérieurs, ont plutôt joué favorablement. J'ai eu de la chance, ça aurait pu être malheureusement tout à fait différent. Philippe Torreton, le confinement vous a inspiré finalement aussi à sa façon, puisque pendant cette période, vous avez imaginé, commencé à bâtir, alors ce qu'on disait tout à l'heure, pas une lecture, un spectacle que vous n'arrivez pas tout à fait à définir avec votre voisin, le batteur Richard Kolinka, un spectacle que vous avez donné ici pour la réouverture de ce théâtre. Vous pouvez nous raconter
cette naissance et cette transformation de ce temps-là en un spectacle? Oui, oui. Nous, on avait commencé avant, c'est-à-dire que c'était un spectacle qu'on voulait. On se tenait prêt à le faire à partir de la mi-mai dans un théâtre privé parisien, la Comédie des Champs-Élysées. Et donc le confinement a arrêté finalement le processus de répétition. Mais j'avais déjà choisi les textes, on avait déjà, je sais pas, 70% des musiques, et il restait plus qu'à le peaufiner. Et donc c'est pas le confinement qui a donné naissance au spectacle. Mais finalement, on s'est dit, c'est quand même assez rare d'avoir un projet ensemble et d'être voisins et d'avoir un mur mitoyen. Donc, et alors on est... C'est votre voisin, il faut bien le préciser. Voilà, absolument, hein, en banlieue de Paris, à Fontenay-sous-Bois. Et donc j'ai construit une sorte d'estrade sur le toit avec des palettes. Un outil merveilleux, la palette, on peut faire plein de trucs. Et puis, lui sortait ses instruments, donc les distances étaient largement respectées. On a tiré des câbles pour se brancher aussi, et puis et lui faisait de la percussion avec tout ce qu'il trouvait, le lierre qui pousse sur le mur, et puis et on a posté ça. Et donc et on a vu petit à petit que les gens partageaient ça, et c'est monté jusqu'à 70, 80 000 partages comme ça. Est-ce que vous l'avez filmé? Oui, on filmait ça par petites touches comme ça. Chaque jour, on donnait une petite, enfin pas tous les jours, non, tous les 2-3 jours, on mettait une petite pastille comme ça. Et puis et ça permettait d'avoir une sorte de lien comme ça avec des gens qu'on ne connaît pas, mais de dire bon voilà, si ça intéresse quelqu'un, on est en train de travailler là-dessus. Alors évidemment, c'était moins sophistiqué que quand on était tous ensemble en studio, mais c'est une version un peu roots comme ça. Mais et puis moi, par contre, ce qui est né pendant le confinement, c'était l'envie de. Alors j'ai aucun réseau social, j'ai rien du tout. Donc c'est ma femme qui me mettait sur les réseaux. Et je me dis tiens, je vais essayer d'apprendre par cœur un poème, pareil tous les 2 jours, et puis de le dire, voilà, à qui veut bien entendre, comme des petites bouteilles à la mer, comme ça. Et je me dis qu'on a finalement, c'est une chance d'être comédien, parce que finalement, il suffit que j'ai un support textuel et puis un auditoire possible, et ça commence. Je ne dépends pas d'un immense orchestre, je ne dépends pas d'une je sais pas, de contingence matérielle, industrieuse comme ça qui pourrait limiter le théâtre. Ça peut commencer là, dehors, dans la rue, là tout de suite. Maintenant, je me lève, on dit un texte et puis ça commence. Et puis donc je voulais profiter de ça. Et puis et je n'arrêtais pas de me dire que finalement, ce confinement, il aurait eu lieu 40 ans avant. On aurait été très très pauvres. Comment on aurait fait pour communiquer, quand je vois le nombre de réunions qui sont faites sur Zoom, de petites chaînes même de télé, où ça débattait, qui se sont créées juste le temps du confinement, de ces milliers d'artistes qui ont diffusé des choses. Alors des grandes maisons comme l'Opéra, on voyait les danseurs c'était assez émouvant, c'était beau de les voir chacun chez soi je crois que c'était sur le Boléro, ils ont fait tout un truc. Et la Comédie Française aussi, et tout le monde s'y est mis, tout le monde, beaucoup de gens s'y sont mis, quoi. Et ça prouve qu'on peut, voilà. Et puis je me disais, sans aller rappeler des heures sombres de notre histoire, mais en toutes circonstances, les artistes ont toujours été présents, avec rien. Et je garde en tête, moi, cette poétesse qui était la secrétaire de Louis Jouvet, Charlotte Delbault, qui a été déportée à Auschwitz et Birkenau, et qui raconte cette quête qu'elle avait de se remémorer des poèmes. Je ne fais aucun parallèle, je n'aurais pas l'indécence de ça, mais juste pour montrer la force d'évocation comme ça. Donc elle a puisé dans sa mémoire jusqu'à retrouver entre 40 et 50 poèmes appris par cœur. Et j'étais là à me dire, mais nous, si on vous demandait combien de poèmes savez-vous par cœur ? Pas beaucoup. Et moi le premier.
à part la cigale et la fourmi, et encore, je peux me tromper vers la fin, enfin, pas la fin, mais au milieu. Et on en connaît très très peu, en fait. Et je me dis que là, c'était l'occasion de capitaliser, comme ça, pardon pour ce vilain mot, mais par rapport à la poésie. Et je l'avais en tête souvent, Charlotte Delbo. Et ça je me suis dit, bon ben voilà, des tas de gens ont traversé des choses bien, bien pires. Et ont continué à engranger de la connaissance, à se remémorer des poèmes, de la musique, à écrire sur n'importe quoi, et à célébrer, à faire du théâtre. Charlotte Delbo racontait qu'à Auschwitz, elle a monté les 2 premiers actes du Malade imaginaire. Voilà, en se piquant les doigts pour faire jaillir un peu de sang, pour faire du rouge à lèvres, comme ça, et se mettre du rose sur les joues pour le maquillage, et des bouts de charbon, comme ça. Et il y a tout ça, quand on est en face de cette écriture-là, on relativise beaucoup ce qu'on est en train de vivre, et on se dit que c'est une mauvaise passe, mais que c'est pas grand-chose, et qu'on va y arriver. Le tout est que, effectivement, les autorités prennent bien la conscience de l'état dans lequel on est, de qui il faut soutenir, comment il faut les soutenir, de ne pas laisser aucun secteur comme ça culturel sur le côté, sous prétexte qu'il y aurait d'autres urgences. Non, c'est la décision, par exemple, on voit très bien là le manque de grands concerts où on est debout, etc. C'est une hausse du RSA immédiate. Parce que souvent, il n'y a pas d'intermédiaire entre si on n'a plus les droits, c'est RSA, pour plein d'intermittents. Donc, il faut bien penser à toutes les filières et toutes les conséquences de toutes ces annulations, etc. C'est pour ça que je pestais un peu contre les grandes structures qu'on fermait très vite. Parce qu'il faut lutter. Il faut lutter. Avec les moyens qu'on a, mais il faut lutter. Je trouvais ça incroyable et indécent qu'Avignon soit fermé et que le Puy du Fou soit ouvert. On aurait pu, comme le directeur du festival d'Aix, dire attendez, attendons. Et s'il faut faire des œuvres en version piano, on fait des œuvres en version piano. Si on peut faire en sorte que ressortir des archives, voir ce qui s'est fait, tout ça, bien sûr, on peut pas faire comme si de rien n'était. Mais ce minimum d'envie que la culture soit là. On aurait très bien pu imaginer une édition du Festival d'Avignon avec des work in progress, avec tel auteur n'a pu que répéter un acte ou deux, ou le reste ça va être en lecture. Mais nous autres, publics, moi j'aurais bien aimé voir des écorchés comme ça d'un travail en cours. Se dire qu'on continue. En plus, Avignon, on est à l'air libre quasiment tout le temps, donc je voyais vraiment pas où était le problème. Vous évoquez la nécessité de la culture et de la création qui continue tout le temps et quelles que soient les conditions. La musique, sous toutes ses formes, finalement, a été très présente pendant le confinement. On a vu beaucoup d'amateurs s'exprimer par les réseaux sociaux à tous les niveaux et de toutes les façons. Dans son ouvrage « Pourquoi la musique ?», Francis Wolff, le philosophe, constate et pose la question « Partout où il y a des hommes, il y a de la musique ». Il pose la question « Pourquoi ?» Je me permets de vous la poser. Non, il fait cette remarque que il y a de la musique quand le muezzin est là pour chanter, il y a de la musique qui est de la musique consolatrice, il y a eu de la musique tragiquement pour accompagner le chant des esclaves, ce qui a pu donner le gospel de façon indirecte. Il y a de la musique pour accompagner les soupers du roi, il y a de la Tafelmusik, la musique de table, il y a de la musique un peu partout, il y a aussi, de façon peut-être moins privilégiée, de la musique d'ascenseur, de la musique qui est là pour ne pas que l'on puisse se divertir au sens un peu pascalien du terme. Il y a de la musique pour vous inciter à acheter des choses dans les supermarchés, ce qui n'est pas forcément très glorieux. Il y a de la musique dans les restaurants pour vous faire venir et pour vous faire, j'imagine, bien digérer. J'ai jamais trop compris pourquoi il y avait de la musique dans les restaurants personnellement. Il ne faut pas que je le dise trop fort parce que je crois que c'est une source de revenus substantielle pour la SACEM qui ensuite reverse des droits. Pour toutes ces réunions, il y a de la musique, effectivement. Qu'il y ait quelque chose comme un lien social évident pour la musique qui n'a pas normalement à supporter des barrières linguistiques,
sauf quand il s'agit de musique éventuellement liée à un texte, mais même dans ces cas-là, une traduction est tout à fait possible. Donc, qu'il y ait quelque chose de particulièrement universel dans ce domaine, l'art qui est lui-même particulièrement universel, c'est certain. Il y a aussi quelque chose d'éminemment consolateur, je pense, dans la musique. On le sait parce que la musique, c'est la musique de la berceuse pour le petit enfant, pour l'enfant aussi, parce que la musique, je pense pour chacun d'entre vous, sauf les quelques très rares cas de personnes que l'on dit amusicales, qui souffrent pathologiquement d'amusie, mais pour la plupart d'entre nous, la musique a cette vertu qu'elle nous console, qu'elle nous apaise, qu'elle nous permet de penser à autre chose ou de penser mieux à ce à quoi on pense. Donc ces vertus, ces fonctions sont multiples et c'est tant mieux. La musique est très présente et depuis très longtemps sous forme virtuelle, ou en tout cas sur des supports, à la différence du spectacle vivant, qui certes peut être capté, mais est moins présent, enfin était moins présent jusqu'à maintenant dans ce domaine-là. Vous êtes compositeur, donc on peut trouver un certain nombre de vos ouvrages. Vous sortez un CD récemment, de Talisman. Est-ce que le spectacle vivant, à l'inverse, Philippe Torreton, ne risque pas de perdre un peu ce rapport au public du fait de ce développement de captation et du virtuel qu'on a beaucoup vu justement pendant cette période-là? Oui, on a beaucoup vu de captations anciennes, donc rediffusées. Non, moi je ne crois pas du tout. Si le spectacle vivant devait mourir, il serait mort avec l'avènement du cinéma, de la télévision. Vous imaginez la télévision, ce que c'est quand même. C'est la possibilité chez soi, peinard, dans un fauteuil, de rester. Et le théâtre continue. Alors, il y a des périodes de hausse, il y a des périodes plus basses. Là, en ce moment, c'est très bas, mais ça continue. Donc, je crois pas. Le besoin de réel est tel que on aura beau faire tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, j'ai participé à une réflexion sur des gens qui voulaient faire du théâtre en ligne, c'est-à-dire qu'on pouvait acheter des tickets pour un spectacle. Et on aurait le droit de le voir, et ce spectacle serait joué alors dans un vrai théâtre, capté en direct pour un soir précis, et on aurait rendez-vous comme ça. Ça n'a pas vu le jour. Je me disais pourquoi pas, mais je pense que ce qui fait l'intérêt du théâtre, c'est le fait que vous soyez là et que je suis là, enfin moi ou un autre, et que c'est de l'être humain à être humain, et que on a beau avoir bien répété, on a quand même l'angoisse de ça, on a beau savoir que le spectacle marche très fort et que mon voisin a été le voir et a trouvé ça fabuleux, est-ce que ça va me plaire aussi? Il y a l'angoisse du spectateur, est-ce que je vais m'emmerder? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais... etc. Est-ce que je vais comprendre? Et donc il y a plein de questionnements. Et c'est ce questionnement-là, on va se frotter, nous humains, à vous autres humains aussi. Donc, et ça, je vois pas comment ça pourrait changer cette envie-là. Et je pense qu'au contraire, les quelques dates qu'on a pu faire avant de venir ici, on était à Perpignan et on était à Évreux. Et les deux directions de ces deux théâtres-là nous ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à autant de monde, malgré les mesures de distance qui étaient respectées, etc. Mais ils tablaient à Perpignan, je crois qu'ils disaient, bon, si on a 300 personnes, ce sera bien. Il y avait 600 personnes dans la salle. À Évreux, pareil. Et Évreux a regretté de ne prendre qu'une représentation, si elle en aurait pris deux. Et donc je crois qu'il y a une envie. Il y a une envie de ça. Et d'autant plus que le confinement a rendu un peu plein de choses virtuelles, comme ça, on a à travers l'écran. Et moi, ce que j'ai regretté, et j'en avais parlé au ministère de la Culture à l'époque, Franck Riester, qui trouvait que c'était une bonne idée, mais je lui ai dit, mais donnons la possibilité aux gens d'être des soutiens actifs de la culture. Parce qu'on a beau dire, oui, il faut penser à nous, il faut faire attention, c'est un secteur en péril, etc. Il n'y a pas que l'industrie automobile, tout ça a été très juste. Mais souvent, les gens se disent, mais on veut aider, mais comment aider? Et je me disais, mais si la situation ne s'améliore pas,
malheureusement j'avais raison, à la rentrée, on pourrait dire aux gens qui hésitent un peu à venir dans les théâtres, mais qui en temps normal auraient acheté des billets, de dire achetez-les vos billets, achetez-les et donnez-les. Un parent, un voisin, un étudiant un peu fauché qui habite près de chez vous, soyez mécène et prescripteur. Le spectacle que vous comptiez aller voir, eh bien, achetez les billets. Vous comptiez acheter 2 billets, achetez-les et donnez-les à votre enfant, petit-fils, petite-fille, etc. Faites découvrir et dites-lui d'aller voir ce spectacle-là, évidemment. Et le lendemain, tu me dis ce que tu as vu. Et ça, c'est une occasion concrète, sensible, humaine, de dire, voilà. Et puis après, à la structure théâtrale, d'inviter cette personne en d'autres temps plus sains et moins dangereux pour elle. Et de permettre comme ça. Alors, tout le monde, à chaque fois que j'en parlais, tout le monde disait, mais c'est une super idée. Il n'y a rien eu, rien. Et j'ai regretté ça parce que c'est tout simple, ça. C'est un lien simple. Et ça pouvait être l'occasion, justement, soit devant un truc comme ce virus, soit on se dit, c'est une calamité, il va falloir dépenser des milliards pour rattraper tout ça, etc. Oui, c'est une calamité économique, oui, mais est-ce que c'est pas l'occasion de plein de choses aussi ? Tout ce qui nous arrive est l'occasion de réfléchir autrement, de penser différemment. Je trouve qu'on a raté l'occasion de remettre sur le tapis les droits voisins des artistes-interprètes aussi, qui sont spoilés sur les plateformes. Un artiste, je vais vous donner mon exemple, par exemple. Ça fait 30 ans à peu près que je suis comédien professionnel. J'ai fait à peu près autant de films que de pièces. On va dire que, un tiers des pièces que j'ai pu faire ont été captées et multidiffusées. Et bien évidemment, les films et les téléfilms que j'ai faits passent et repassent, au gré des envies. Je touche en droit voisin, on va parler concrètement, je touche en droit voisin, c'est-à-dire ces droits de multi-rediffusion, ma petite part en tant que parfois artiste-interprète principal, parfois rôle secondaire, etc., à peu près 4 000 € par an de ces droits-là. Donc, 30 ans de carrière pour 4 000 € par mois, alors que la part des productions ou des par an, 4 000 € par mois, par an, merci de me le rappeler. Voilà, c'est étonnamment peu. Et je vous parle de moi, j'ai fait pas mal de films, pas mal de téléfilms et pas mal de pièces. Il y a des gens qui sont depuis 30 ans dans ce métier et qui en ont fait moins. Donc, vous imaginez ce qu'ils peuvent toucher. Et donc, il y a vraiment une disproportion. Et il y a des tas d'organismes comme l'ADAMI, la Spedidam qui ont fait des calculs et qui montrent que quand on fait ça, l'argent généré par ces multidiffusions, la part, si on fait ça en camembert, la part qui revient aux artistes-interprètes, c'est même pas une portion de camembert, c'est un fil. Et donc, il y a un vrai souci. C'est-à-dire qu'on ne conçoit finalement, pour reprendre ce génie de Funès, on ne conçoit la part de créativité d'un artiste que quand il est extrêmement connu et reconnu. Là, on dit oui, là, c'est quand même de Funès. On dit c'est de Funès. On va voir, d'ailleurs, on ne dit pas un film de machin, de Une Belle ou de machin, on dit un de Funès. Donc, l'artiste, par sa notoriété, devient créateur. Mais un petit rôle est créateur. Si je vous engage pour faire un rôle d'une journée dans un film, vous allez apporter quelque chose de vous, qui ne sera pas la même chose que madame ou monsieur. Il y a cette part de créativité, c'est pareil dans la musique. Enfin, si on choisit tel violon, c'est son son, c'est sa truc, c'est son inspiration. Et ça, c'est toujours négligé. Et là, c'était l'occasion et je suis un peu déçu qu'on n'ait pas... Alors à ce propos, Carole Beffa, vous avez profité justement de cette période-là aussi pour rentrer dans la réflexion sur le statut compliqué des auteurs à l'issue du confinement. À la différence des intermittents du spectacle, les auteurs, les compositeurs n'ont pas de statut protecteur.
En mai dernier, vous avez signé justement une tribune dans Libération plaidant pour un statut des arts et lettres. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors, je l'ai fait d'abord parce qu'il me semblait que c'était important, alors même que très souvent, chez les compositeurs, les conflits esthétiques font que l'on a tendance à apparaître comme un front désuni. C'était important de se montrer sous un jour plus uni, plus unifié, pas forcément militant pour autant, mais il y avait une part de militantisme de la part de certains des signataires qui, effectivement, considéraient que c'était certainement une très bonne chose que les intermittents du spectacle puissent respirer pendant 12 mois et avoir la possibilité, effectivement, de toucher le chômage pour ceux d'entre eux qui ne pouvaient plus travailler encore à peu près 1 an, alors même que chez les créateurs, les choses sont plus compliquées. Effectivement, chez les interprètes comme chez les créateurs, ces mois de confinement n'ont pas engendré, c'est le moins qu'on puisse dire, de hausse significative de leurs revenus. Au contraire, le streaming, le fait de podcaster telle ou telle pièce de théâtre quand c'est possible, tel ou tel concert symphonique, concert de musique de chambre, opéra dans d'autres cas, eh bien, il y a eu des pics effectivement en la matière, mais le plus souvent, de même que le fait de consulter des pages YouTube pour la plupart des auditeurs de musique, cela représente à peu près rien pour les interprètes, un petit peu moins que rien, mais proche de rien aussi, pour les compositeurs. Alors, je ne sais pas exactement quelle forme pourrait prendre ce statut des créateurs. À vrai dire, la question se pose aussi en littérature, ou tout simplement chez les écrivains plus généralement. On a vu un jeune auteur, Ruben, qui s'occupe notamment de la maison Julien Gracq, se poser la question de savoir s'il pouvait y avoir un statut. Que peuvent faire sociétés que ne fait pas, par exemple, la SGDL, Cité des gens de lettres. J'ai pas de réponse à cette question, et j'ai un tout petit peu peur aussi que, malgré la volonté très nette que nous avions signataires de faire en sorte que nous puissions être les uns et les autres protégés, il ne faille pas considérer que l'État puisse tout, ce qui risquerait de créer quelque chose comme une espèce de monstre, où on a tendance à voir que les forces vives de la création allaient être au contraire bâillonnées, avec l'idée que forcément toute forme de protection devrait passer par davantage de réglementation, davantage de subventions. Bien sûr qu'il faut que quelqu'un intervienne. Est-ce que l'État a eu raison de se précipiter vers les grandes institutions, s'agissant de la musique, l'Opéra de Paris, mais aussi la Philharmonie, et pas tellement d'imaginer un saupoudrage vers de plus petites institutions? Je ne sais pas. Je crois que globalement, le problème, c'est que lorsque on doit se partager le gâteau, que la taille du gâteau ne change pas, c'est le plus souvent les plus gourmands qui en profitent, et la répartition ne se fait pas de façon très démocratique, ce qui est un peu dommage, parce qu'encore une fois, je pense que le confinement et les mois qui ont suivi nous ont appris que très souvent, c'était plutôt des talents individuels, et puis des petites structures dont on voyait qu'elles étaient menacées, qui méritaient d'être soutenues, d'être pérennisées, et pas forcément les plus grosses, dont on savait de toute façon que très probablement l'État ne les laisserait pas sur le bord de la route. Est-ce qu'on peut imaginer, à l'instar peut-être des producteurs de fruits, de légumes, de produits alimentaires, des circuits courts en matière culturelle, des sortes d'AMAP, pourquoi pas? C'est ce qui se passe. Après, c'est une question de comment faire en sorte que le plus grand nombre soit au courant de ce qui se passe. Mais en France, il y a un maillage culturel. Alors, on dit qu'il peut y avoir des zones blanches de temps en temps, mais quand même, on a des théâtres assez bien dotés un peu partout, mais il y a surtout un vivier d'activités, de petites troupes, de collectifs. Et après, c'est une question... survivre? Comment? Qui peuvent survivre aujourd'hui? Alors, en ce moment, c'est très dur. Mais je trouve que ce système-là, qui vit grâce à l'intermittence,
j'ai toujours considéré, moi, avec quelques-uns, que l'intermittence est une subvention individualisée de la culture et qu'on permet à un artiste, entre deux contrats, de continuer à vivre, d'avoir une vie sociale, donc d'imaginer une forme future, répéter, écrire, traduire, adapter, se former, etc. C'est un système d'une grande intelligence. Et je le dis d'autant plus que ce ne sont pas des comédiens qui l'ont mis en place, ce sont des producteurs de cinéma qui avaient du mal à trouver des menuisiers pour construire les décors des films. Parce que, évidemment, n'importe quel ouvrier qualifié, on lui dit, viens avec moi, on va construire un film, tu vois, un décor pour un film, tu vas voir, c'est un Renoir, ça va être super. Mais je peux t'engager que 3 mois. Il dit, je suis désolé, je vais pas quitter mon emploi stable, 12 mois sur 12, pour te faire plaisir, 3 mois, et après, je sais pas ce qui va se passer. Donc, ils se sont dit, il y a un problème. Et ils ont obtenu cet accord-là, cette dérogation, je sais pas comment on dit, enfin, ce système particulier de l'intermittence. Et qui s'est ouvert après aux artistes, etc., etc. Et qui nous est envié dans le monde. Donc ce système-là permet justement à une culture locale d'exister, de vivre, de faire des ateliers dans les écoles, de jouer dans des petits lieux, d'inventer, d'occuper les rues, les espaces, etc. Et puis, en ce moment, tout ça est un peu mis entre parenthèses. Espérons que les temps meilleurs vont venir assez vite. Et l'État a pris des mesures pour l'année blanche, etc. J'espère que on va avoir un minimum de casse sociale, parce que c'est vraiment ça. Mais ça existe. La culture rayonne. La culture fonctionne déjà en circuit court. En AMAP, comme vous disiez. C'est une évidence pour moi. Carole Beffas, sur ce circuit court. Oui, je pense que, en étant un peu schématique, on peut se dire que depuis très longtemps, gauche et droite ont commis dans l'idée que ce qu'il fallait avantager avant tout, c'était, on va dire, une politique des structures, c'est-à-dire une politique de l'offre de spectacle, de l'offre de musique, d'offre de théâtre, etc. Et pas tellement une politique qui puisse susciter de la demande de la part du public. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que c'est essentiel d'avoir des publics formés, parce que les publics ont tendance à vieillir. S'agissant de musique classique, c'est frappant, c'est même assez dramatique, et dans la mesure où, on le sait évidemment, tout le monde n'est pas sensible au Covid de la même façon selon les âges. Cela veut dire que les personnes les plus âgées ne vont pas se déplacer pour aller écouter des concerts de musique symphonique, des opéras, et avec des jauges déjà réduites, on risque d'avoir peu de public dans les salles. Globalement, je pense que pour renouveler le public, il est essentiel de faire en sorte qu'il y ait une demande de culture. C'est pour ça que les opérations dont parlait Philippe de Retton, faire en sorte que un petit bout de chou de 6 ans ou de 9 ans en tout cas en l'occurrence, puisse savoir qui est Shakespeare, pourquoi pas avoir vaguement les notions de l'intrigue d'une pièce de Shakespeare qui sont, chacun sait, des chefs-d'œuvre dans toute l'histoire de l'humanité, ou bien s'agissant de musique, avoir une présentation d'un instrument qui puisse être faite de façon assez égalitaire, où tous puissent, pourquoi pas, caresser à un âge tendre le rêve de pouvoir jouer d'un instrument, chanter dans une chorale. Toutes ces choses sont essentielles et peut-être plus importantes encore que ce qui se doit se faire du côté de l'offre de culture, c'est-à-dire plus d'équipements culturels, construire davantage de salles, ce qui est une chose évidemment cruciale, mais dans la crise que nous vivons, il faut voir que demande et offre de culture sont toutes les deux affectées et qu'il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes et faire en sorte que l'une et l'autre soient maintenues à un niveau qu'on pourra considérer comme satisfaisant. Je reviens sur le processus de création. La contrainte est-elle motrice finalement en matière de création, ou est-ce que c'est la liberté qui permet complètement de s'exprimer ? C'est une question peut-être un peu large. Mais... Non, je pense que c'est une très bonne question. J'aurais tendance à considérer que la contrainte, comme toujours, est un formidable stimulant, un formidable déclencheur. De ce point de vue, nous sommes tous oulipiens à notre façon, donc Oulipo, ouvreur de littérature potentielle, qui considère qu'il est bon de se fixer
de façon parfois extrêmement arbitraire des contraintes, parce que cela va susciter de la création littéraire. Donc c'est un mouvement où vous aviez des gens comme Raymond Queneau qui s'en étaient proches, un mouvement qui est encore très actif aujourd'hui. J'ai eu la chance de travailler avec un génie des anagrammes, c'est-à-dire quelqu'un qui, lorsque vous lui donnez n'importe quel mot, n'importe quel énoncé, en quelques secondes seulement, vous trouve une anagramme, c'est-à-dire à la force simplement d'intervertir les lettres, quelque chose qui soit extrêmement poétique. Philippe Torreton, je ne lui ai pas demandé quel était l'anagramme de votre prénom et de votre nom. Je sais que Philippe, c'est compliqué parce qu'il y a 3 P, ouais. Donc ça embête tout le monde. Et Torreton, il y a un peu trop de R, un peu trop de T. Donc, m'en parlez pas, c'est mon drame. Mais je pourrais lui demander, je devrais le faire. Je vous le traduira en musique, il l'a fait. Alors en musique, on peut le traduire. Ah ouais? Oui, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Ouais. Donc oui, je fais partie de ceux qui pensent que la contrainte libère, pour le dire de façon paradoxale, et qu'avec des tas de contraintes, même arbitraires et peut-être surtout arbitraires, on peut arriver à déployer des trésors d'imagination et à créer quelque chose qui se tient. Non, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais juste... ça me paraît une telle évidence que la liberté, par exemple, ne se définit pas toute seule. Elle se définit par rapport à son opposé, qui est la contrainte ou l'emprisonnement. Toute chose se révèle par contraste. Tout, la lumière, tout, enfin tout. C'est parce qu'une matière rejette le spectre rouge que le fauteuil est rouge. Donc il y a un rejet et en même temps il y a une couleur qui apparaît, et etc. Enfin tout est comme ça. Donc c'est évident que et c'est ce qui nous excite, mais nous tous, dans toutes nos activités, que ce soit quand on bricole le dimanche ou c'est parce que le ciseau à bois peut riper que c'est intéressant d'essayer de sculpter. Si on était sûr du coup qu'on allait donner, on s'ennuierait. C'est ce petit trac qu'on a là en entamant une matière. Charles Péguy le définissait très bien, le marbrier de Carrare, suivant le coup de ciseau qu'il met dans le bloc de marbre, le sculpteur va faire une œuvre ou pas. Une pierre peut s'abîmer, et il n'y a que par la résistance que l'œuvre se crée. Moi, la pire indication qu'un metteur en scène pourrait me donner, c'est sois toi-même. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin que je fais. Et comme j'écris, vous le rappeliez tout à l'heure, on m'a proposé plusieurs fois de dire mes propres textes en scène, mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Vous le faites un peu dans le nouveau spectacle que vous avez. J'écris 2 textes, mais c'est parmi 30. Donc, on peut pas dire que je domine la sélection. Mais mon écriture ne m'apporte pas de contraintes puisque c'est mon écriture. Moi, ce que j'aime en tant que comédien, c'est le chemin vers une écriture. Se l'incorporer, se l'assimiler. C'est le chemin vers un personnage, c'est vers un phrasé précis, une façon de faire, un physique. Et puis comprendre ce que demande le metteur en scène. Un comédien est toujours entre plein de trucs, entre l'écriture, le metteur en scène, le partenaire, et on doit composer. Voilà, composer avec tout ça. Mais c'est là où est pour moi le terrain d'aventure, et ma liberté, elle ne se conjugue qu'en affrontant la contrainte. Carole Beffa, dans cette période justement où la contrainte est peut-être plus forte que dans d'autres moments, en tout cas la contrainte physique et la contrainte sociale, est-ce qu'on compose de la même façon? Est-ce que ça vous inspire, même musicalement, différemment? Alors, il faut savoir que pour les compositeurs, à partir d'un certain niveau de notoriété, en général, je parle de compositeurs de musique classique, contemporaine, entre guillemets, pour les distinguer avec tous les guillemets de rigueur des compositeurs de variété, par exemple. En général, nous avons la chance d'écrire sur commande et d'être payé pour ça. Donc c'est vraiment un luxe incroyable. Vous pouvez écrire une œuvre qui soit un bide total, qui n'ait aucun succès. Vous serez au moins payé pour le temps que vous avez passé à l'écrire normalement. Ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Si c'est un succès, vous avez encore la chance de bénéficier du flux actualisé des droits d'auteur par la suite. Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, et même si c'est un four, un échec cuisant, vous aurez au moins, on va dire, l'argent qui correspond au travail que vous avez mis pour écrire l'œuvre. Alors pour autant,
quelle contrainte fait peser le commanditaire? Ça dépend. Le plus souvent, il faut voir que c'est pas grand-chose. Sauf si vous écrivez une musique pour un film, pour le théâtre, ça m'est arrivé, et dans ce cas-là, la contrainte est bienvenue. Évidemment, d'abord, ce n'est pas vous qui avez le final cut, pour le dire en bon franglais, c'est-à-dire que normalement, c'est le réalisateur, parfois même, et c'est dommage, c'est le producteur, quand il s'agit de cinéma, en tout cas aux États-Unis, qui va décider de ça en dernier lieu. C'est le metteur en scène, s'agissant d'une pièce, qui va avoir le dernier choix. Dans les cas autres, sauf cas très particuliers, il se trouve qu'un ami m'a demandé pour son mariage de lui écrire une œuvre qu'il a offerte à sa promise. Si j'avais écrit quelque chose de particulièrement triste ou sinistre, je pense qu'il m'en aurait voulu un petit peu. Réciproquement, si vous écrivez un requiem ou un de profundis qui est totalement guilleret, je pense qu'on risque de vous regarder bizarrement. À part ces cas-là, et à part des cas où, ça m'est aussi arrivé, une Allemande, après un concert, m'a commandé, on va dire, des œuvres à partir, donc c'était très précis, de 4 poèmes que nous avions choisis ensemble, mais elle voulait que ce soit une poétesse chinoise du XIIIe siècle, excellente poétesse d'ailleurs, et parce que mon mandarin n'est pas très fluent, c'était fort heureusement en traduction anglaise. Mais la contrainte était forte. En général, pour un compositeur, la contrainte, elle se limite à peu de choses. C'est une nomenclature, c'est-à-dire une formation instrumentale ou chorale, c'est-à-dire vous devez écrire un quatuor à cordes, ou une pièce pour piano seul, ou une pièce pour orchestre symphonique, et une durée, parce que, en règle générale, c'est prévu pour un concert en particulier, qui va être le concert où l'œuvre est donnée en création mondiale, comme on dit dans ce jargon un peu particulier de la musique. Et donc, vous avez besoin d'avoir un timing et une formation, et c'est à peu près tout. Pour le reste, si vous voulez écrire quelque chose qui soit triste de bout en bout, ou qui soit, au contraire, une explosion de joie, de bonheur de bout en bout, c'est votre responsabilité. Vous êtes également improvisateur. Et sur la part d'improvisation, dans une période comme cela, là, ça doit influer quand même d'une façon ou d'une autre. Oui, alors j'improvise sur des lectures de textes assez fréquemment. Dans ce cas-là, bien sûr que le texte lui-même est le stimulant principal. Et en règle générale, dans ce cas, le risque pour l'improvisateur peut être de se mettre trop en avant. Je veux, quand je me produis sur scène avec un comédien ou un lecteur qui lit à haute voix un texte, qui ne se disent pas à la fin « Waouh, la musique était très bien », mais quelle belle œuvre littéraire, ou quelle belle œuvre que on va dire cet amalgame entre littérature et musique auquel il a pu assister. Même chose quand il s'agit d'accompagner un film muet, ce que je fais assez souvent, ce que j'avais fait à Lyon il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans à peu près. Dans ce cas-là, l'important pour le mélomane cinéphile qui est dans la salle, c'est qu'il se dise quel chef-d'œuvre du cinéma muet et pas quel bel accompagnement. Donc il faut savoir se mettre un peu en retrait, mais c'est vrai que dans ce cas où vous avez affaire à une œuvre qui couvre au moins 2 champs artistiques distincts, l'important c'est de faire en sorte qu'il y ait porosité entre les deux et que dans l'esprit de celui qui est en train d'improviser comme dans l'esprit de celui qui l'écoute, de celui ou celle qui l'écoute, il y ait effectivement le sentiment de quelque chose d'homogène, qui donne l'impression d'avoir été, alors même qu'il vient d'être composé sur le champ, dans l'instant, en temps réel, on peut dire. Mais dans le processus d'improvisation, est-ce que le sentiment, le moment, le caractère, la journée peuvent influer? Oui, c'est une chose qu'on remarque souvent. Il y a un des chefs-d'œuvre du cinéma muet, film dont Truffaut disait que c'était le plus beau film du monde, donc cinéma sonore et cinéma muet confondu, L'Aurore de Murnau, film de la toute fin de la période du muet. C'est un film que j'ai peut-être accompagné une 30aine de fois. Je vais encore l'accompagner bientôt à la Cinémathèque française à Paris. Je pense que ça n'a jamais été la même chose à chaque fois. C'est arrivé de l'accompagner en Roumanie, le fait d'être dans un pays dont je ne parle pas la langue, même si chacun des locuteurs de langue romane peut avoir une certaine familiarité avec cette langue, le roumain. Lorsque vous êtes sur scène et qu'il y a une sonnerie de portable qui retentit, ça va évidemment influencer votre façon d'accompagner un film, une improvisation. Donc tout ça, un éclairage qui va être différent, que la lumière soit légèrement tamisée, qu'elle soit totalement absente, avec simplement pour celui qui improvise devant un film le scintillement
qui est lié à la présence du film sur l'écran, mais à part ça, à pratiquement rien. De toute façon, si j'accompagne un film, je vais regarder l'écran et non pas mes mains qui accompagnent. Tout cela, l'heure de la journée aussi, et puis l'humeur dans laquelle vous êtes trouvé, qu'elle soit maussade ou jubilatoire, tout ça, évidemment, a une influence importante sur votre improvisation. Philippe Torreton, on entre en scène de la même façon cet automne face à une salle masquée que précédemment au début de l'année. Oui. Non, oui, ça me pose aucun problème. Ça nous pose des problèmes à nous en coulisses parce qu'il y a une chaleur humaine qui ne peut pas s'exprimer. On a l'habitude de partager notre trac, nos angoisses, nos joies, de s'étreindre comme ça quand, voilà, des checks, des choses comme ça, etc. Donc toute cette vie tactile des coulisses me manque énormément. Donc de ce point de vue-là, c'est pas normal. Mais l'acte de jouer, oui, non, ça n'influe en rien. C'est pour ça que je pestais aussi devant certains directeurs de salles qui disaient mais vous vous rendez compte, le théâtre c'est du partage, comment partager quelque chose entre des comédiens non masqués et un public masqué. On va dire mais c'est aberrant de bêtises de dire ça. C'est en quoi ce serait égal? Est-ce que vous gagnez tous le même salaire, vous avez tous les mêmes biens immobiliers, est-ce que c'est quelqu'un qui arrive avec un costume à 15 000 euros et quelqu'un qui arrive en jean, est-ce qu'on est tous égaux au théâtre? Est-ce que c'est ça la quête du théâtre? Même ça n'a rien à voir avec ça. On vient partager un truc, qui qu'on soit, voilà, d'où qu'on vienne. Et je disais à un autre directeur de théâtre qui me faisait remarquer que c'était impossible de jouer devant des spectateurs masqués, il disait mais le masque est une défiance. Ben je lui dis non, ça dépend comment on voit les choses. Mais moi je trouve que c'est au contraire quelqu'un qui se masque c'est quelqu'un qui me protège. Pourquoi le prendre comme une défiance? On protège l'autre de ses propres miasmes. Donc c'est un acte généreux de se masquer. Et donc je vois pas pourquoi ce serait plus compliqué. Voilà, il se trouve que ça n'influe en rien, je trouve, la qualité de représentation. On l'a joué toute la saison dernière, sans les masques, et on le joue là maintenant. Aucune différence. Aucune différence. Alors il y a des espaces entre les spectateurs, oui. Donc il y a un peu moins de gens au final, mais le désir est là, l'envie est là de part et d'autre. Non, il n'y a pas de. Moi, je ne joue pas en disant oh les pauvres ils sont masqués. Enfin, parce que moi-même je l'étais 5 minutes avant vous et je le serai 5 minutes après. Voilà, et on est tous pareils. En quoi? Ben, je comprends pas ces débats-là, mais. La notion de troupe ou d'équipe au cinéma risque quand même d'être remise en cause dans ces prochains temps. J'ai tourné là cet été et puis ça s'est extrêmement bien passé. Au contraire, il y avait, alors peut-être qu'ils avaient choisi exprès des gens vachement bien, mais il y avait des référents Covid, comme on dit, un médecin et puis il y avait 2 infirmières qui se passaient le relais aussi. Et ces gens-là, de façon extrêmement sympathique, faisait remarquer si vous parlez à cette distance-là, alors faut remettre le masque. Alors voilà, hop, et tout bêtement comme ça. Et en 2-3 réflexions, on avait l'impression que ça faisait 10 ans qu'on tournait en situation Covid, en mode Covid. Non, franchement, il y a des prises de température, etc. Alors bien sûr, à chaque fois, on croise les doigts parce que quand le rôle principal a le Covid, c'est un peu emmerdant. Moi, j'ai eu un coup de 37,8, mais après 3 heures de maquillage, je me dis, mais à mon avis, c'est les lampes qui m'ont chauffé un peu. Et effectivement, on m'a sorti du carrelage, et 5 minutes après, j'avais 36,5, voilà. Donc, c'était effectivement les lampes. Mais j'étais pas fier, hein. Et donc, non, il y a une angoisse qui est là, parce que, effectivement, un tournage qui s'arrête, bon. Mais, là encore, on a des structures, l'État a pris des mesures, garantie, il y a les assurances, le manque à gagner que ne donnent pas les assurances, l'État le couvre, donc il y a une garantie de l'État.
Donc voilà, ça recule les projets, c'est embêtant, c'est compliqué, mais ça se fait. Et la preuve, là, il y a un embouteillage de tournage en ce moment. Donc, Pour conclure, une question que je vous poserai à tous les deux, c'est maintenant on fait quoi? Vous allez faire quoi l'un et l'autre dans les prochains temps? De la même façon dans votre travail, ou est-ce que les choses risquent de bouger un peu? Est-ce que vous avez envie de les faire bouger aussi? Moi, on m'a suffisamment reproché de parler et de donner mon sentiment sur les choses, mais je milite pour que ça bouge, oui, depuis longtemps. Puisque moi-même, ce que je rappelais tout à l'heure, au tout début, s'il n'y avait pas eu cette façon un peu volontaire de faire découvrir le théâtre à des mômes, je ne serais pas là, je ne serais pas au Célestin aujourd'hui. Au mois de juillet, le ministre de l'Éducation nationale m'a convoqué pour parler de l'éducation artistique en milieu scolaire et qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et savoir quel était mon point de vue là-dessus. Et pareil, je lui ai dit, mais si j'avais pas rencontré le théâtre en classe de 5e, je ne serais pas en face de vous. Le théâtre m'a tout donné. Et non pas parce que je suis devenu comédien, enfin si, d'une certaine façon, mais il y a des tas de mômes qui abordent le théâtre et je le vois en ce moment tous les lundis de 13h30 à 15h dans CM1, à l'école Pasteur, je vois, il y a une reconquête de soi dans les yeux. Voilà. Quand je dis à un élève, quand tu te lèves, prends ton temps. On est là pour t'écouter, toi. On n'est pas là pour vérifier si tu connais ta leçon. On se doute que ta phrase, tu l'as apprise par cœur. Le poème de François Tchaigne, tu le connais. Et tu n'auras pas une note, ni bonne ni mauvaise. Je ne suis pas là pour une note. Je suis là pour t'écouter, toi. Qu'est-ce que ça donne avec toi? Et ensuite avec toi, et avec toi. Qu'est-ce que ça donne? Donc, profite. Et on sent, dans les yeux des uns et des autres, que petit à petit, on comprend ce passage entre récitation et interprétation. J'aurais dit, on va travailler là-dessus. On vous demande d'apprendre par cœur. Pourquoi pas? Sauf que les œuvres, ça ne se dit pas par cœur. Ça se dit avec le cœur. Enfin, voilà, pour continuer de filer la métaphore du cœur. Mais on vient au théâtre pour voir ce que ça donne, la rencontre entre ce texte et ce comédien ou cette comédienne. Depuis le temps qu'on joue Mozart, c'est bon, des interprétations fabuleuses, il y en a eu. Pourquoi on continue? Parce qu'on ne sait pas ce que ça donne avec vous, on ne sait pas ce que ça donne avec tel soliste, avec tel ensemble, ou dans cette chapelle-là, ou dans là. Il y a toujours une inconnue. Comment ça va résonner? Comment ça va faire? Quelle partie de l'œuvre va me sauter au visage, alors que je la connais par cœur? Et on est constamment surpris. Donc je crois que je m'éloigne un petit peu, mais en tout cas, voilà, on vient... c'est cette reconquête de soi qui me fascine dans les yeux de ces mômes. Donc, on n'en fera jamais assez. Je pense qu'il faut... Moi, je me suis mis au service de l'éducation nationale. Je leur ai dit, si vous pondez un programme qui me plaît, je le soutiendrai. Et d'ailleurs, je les ai pas attendus, je le fais. Voilà. Donc, et ça se passe bien. J'espère que... Mais ce que je fais, plein d'artistes le font aussi. Et donc... Simplement, il faut continuer ça, il faut mettre... Ce que je répondais en boutade aux propos du président qui nous demandait de chevaucher le tigre et d'aller dans les écoles. On ne l'a pas attendu, ça fait longtemps que les artistes vont dans les écoles. À se demander aussi, pourquoi on ne va pas dans toutes les écoles? Parce que ce que je disais au ministre, il y a encore des écoles où, quand un professeur a un petit programme un petit peu ambitieux, un petit peu hors des clous, comme ça, on a trop tendance à répondre, on est là pour les matières sérieuses. Sous-entendu, la musique, le théâtre, c'est pas sérieux. Donc, et c'est toujours embêtant d'entendre ça dans ce pays-là, la France, qui met sa culture partout, qui l'étale même, et d'entendre ce genre de phrases, moi qui ai encore des établissements scolaires de second degré sans club théâtre, je trouve ça sidérant. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on... il fut un temps, par exemple, on construisait un collège, il y avait une salle de spectacle. Voilà. Et maintenant, non.
Je me souviens, j'ai joué à Bruxelles, au théâtre Saint-Michel, un théâtre magnifique, un théâtre comme ça, pour des lycéens, un truc du 18e on construisait ça veut dire que la culture était au cœur et je répondais en boutade, je dis mais ok, la culture va rentrer dans les écoles à condition qu'elle n'en ressorte jamais. Voilà. Ne la faites pas ressortir. Il faut qu'elle soit là, présente. Il faut avoir un programme volontaire. Parce que je pense même, moi, contrairement à ce que disent les vieux réa qui opposent la culture aux matières sérieuses, au contraire, moi je pense que je mettrais la culture au cœur et je rendrais les autres matières facultatives. Et combien de fois j'ai dit qu'un élève, quand il sait pourquoi il est là, il rattrape son retard. Moi, la culture ne m'a pas rendu meilleur élève, mais je savais pourquoi j'étais au lycée, je savais pourquoi j'étais au collège. Et ça m'a rassuré vis-à-vis de moi. Parce que c'est une compète énorme. On parle toujours de la compète des grands, des adultes dans le monde du travail. Mais une cour de récréation, il n'y a pas grand-chose de plus sauvage qu'une cour de récré. C'est un endroit d'humiliation, de perversion, d'agression réelle et qui sont parfois nécessaires pour se durcir, se frotter à l'autre. Mais c'est un endroit où on peut perdre confiance en soi. Et moi, je faisais partie de cette cohorte de millions d'élèves moyens, voilà, ni grands, ni forts, ni beaux, ni laids, ni bons, ni mauvais, ni moyens, ternes, qu'on voit pas. J'étais le chef de file de tout ça. Et le théâtre m'a pas mis des centimètres là où je les avais pas, m'a pas fait disparaître les boutons d'acné, non, mais je pouvais dire quelque chose à quelqu'un, voilà. Et je pense que c'est ça la culture, dire quelque chose à quelqu'un. Je dis quelque chose à quelqu'un, grâce à quelqu'un d'autre, mais je le dis. Et c'est une reconquête de soi. Et après, quand on est un peu rassuré avec son soi-même, qui a morflé, c'est beaucoup plus facile de s'asseoir pendant 2 heures et écouter des mathématiques. On se pose moins de problèmes. Si on bouge en maths, si on se dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» Eh ben, c'est pas l'excellence du prof qui va vous le permettre. C'est un autre travail qu'il faut faire pour que on s'apaise et on écoute. Puis après, on aime. Carole. Merci. Pour conclure, Carole Beffa, un peu la même question. Qu'est-ce que vous allez faire demain ? Oui, je partage vraiment cette idée de Philippe que, encore une fois, il faut probablement, à l'école, dans les autres lieux de transmission de savoir ou de culture, non pas, on va dire, remplir un vase, mais allumer une flamme. C'est-à-dire qu'il doit y avoir cette étincelle qui fait que un enfant qui, sinon, malgré quelques émissions à la télévision, malgré pas mal d'émissions à la radio, n'aurait pas l'envie de se plonger dans un livre, d'aller au théâtre, d'écouter de la musique, d'écouter d'autres musiques que celles qu'il a l'habitude d'entendre en famille peut-être. Il faut qu'il y ait, grâce à quelques passeurs, et ils existent, les enseignants de l'éducation nationale en font partie, mais beaucoup d'intervenants extérieurs peuvent être là. Il faut effectivement susciter cette envie d'en connaître un peu plus, éveiller la curiosité, susciter je ne sais pas, c'est difficile à dire parce que, mais j'ai pu voir à plusieurs reprises lorsque j'intervenais dans des milieux souvent défavorisés, dans ce qui s'appelait les ZEP il y a encore quelques années, une espèce de lueur d'intérêt magique qu'on peut voir dans les yeux de quelques-uns qui brusquement sont confrontés au pouvoir de la surprise, de la beauté, et on a vraiment le sentiment que ça va transformer leur existence. C'est peut-être un peu naïf de ma part de le croire, mais je pense effectivement que cette étincelle que l'on voit, allumée par une flamme que chacun d'entre nous peut essayer d'allumer chez les plus jeunes, eh bien, c'est l'espoir d'une vie plus apaisée, d'une vie meilleure, d'une vie où la compétition des uns avec les autres, qui reste probablement, malheureusement, une chose
dont on ne pourra jamais totalement se défaire, eh bien, se fera de la façon la plus harmonieuse possible. Donc oui, vive la culture dans ce qu'elle peut offrir de monde inédit, imaginaire, nouveau, et dans cette curiosité qui elle-même, je pense, est source on va dire, de volonté de savoir dans des domaines connexes à ceux de l'art, mais qui ne sont pas forcément l'art à part entière. Bien, merci à tous les deux. Merci pour cette énergie et cet optimisme, finalement, dans cette période un peu compliquée. Merci beaucoup.